de pouvoir vous présenter notre premier webinaire sur la démarche écrin et du coup avec un petit focus sur le diagnostic et la conception. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Sylvain Seyé-Chervy, je suis de l'association Terragilis. Je m'occupe de la démarche bâtiment durable en Bourgogne-Franche-Comté et également aussi de la démarche écrin pour Terragilis. Concrètement, notre session de webinaire, on va se dérouler de cette manière. On va se faire une petite introduction. Ensuite, Lionel Combé de l'ADEME va nous présenter la démarche écrin. Et Claire-Sophie Quedves de Medieco va nous partager ses retours d'expérience et toutes ses bonnes pratiques sur la phase diagnostic et conception. Voilà, et je me rends compte que j'ai oublié de lancer l'enregistrement du webinaire. C'est fait, Julie, je crois qu'elle l'a lancé. Pardon. Ouais. Merci. Voilà. Et on fera des sessions questions-réponses, donc il y aura une session à la fin, mais voilà, on pourra aussi en faire pendant les présentations, en fonction voilà, des questions. Et donc pour cela, vous pourrez utiliser le chat. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat. Il y aura Julie, aussi de Terragilis, qui va animer et vous partager soit des liens, soit des ressources ou des choses dans le chat. Et donc, vous pourrez, on va récupérer les questions et on pourra les poser au fur et à mesure. Voilà. Donc, pour échanger. Et l'idée de terminer à midi avec toutes les infos intéressantes. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de la présentation de la démarche, comme on ne se connaît pas tous, je vous propose, dans le chat, il va y avoir, et sur votre écran, deux petits sondages qui vont s'afficher pour connaître votre profil, voilà, en fonction maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, expert ou autre. Voilà, on va les lancer très rapidement. Et un deuxième sondage, si vous connaissez voilà, votre niveau de connaissance sur la démarche écrin, peut-être certaines personnes ne la connaissent pas du tout, pas très bien. Voilà, donc dans l'idée, ça va arriver. Voilà, vous pouvez directement répondre dans le chat ou même sur votre écran et enlever. Voilà, et pour ceux qui sont arrivés entre-temps, donc on commence tout juste, on a fait juste la présentation. Il y a un petit sondage qui permet, deux petits sondages de mieux se connaître. Et ensuite, on va commencer un peu plus, dès qu'on aura un peu les réponses de tout le monde, on va pouvoir un peu commencer. Bon, globalement, je vois qu'il y a 50% à peu près d'autres profils que des maîtrises d'ouvrage et maîtrises d'œuvre des experts. Donc voilà, si vous voulez partager quel est votre profil un peu plus exact, vous pouvez le mettre dans le chat. Et à peu près presque la moitié des personnes qui connaissent pas du tout la méthode écrin. Et donc, bah, c'est super. Vous allez pouvoir découvrir cette méthode pour la qualité de l'air intérieur. Donc, ça va être une bonne matinée. Je crois que bon, à peu près presque tout le monde a répondu. Donc, on va pouvoir enchaîner. Donc du coup, bah, nous, on va aussi se présenter. Donc Terragis, pour ceux qui connaissent moins,
Donc Terragis, nous, on est une association interprofessionnelle. On a été créé en 2021. Aujourd'hui, on a presque 80 adhérents qui sont répartis en 5 collèges, donc maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, des entreprises et on va dire des experts, centres de formation et autres qui regroupent un peu tout le monde. Et aussi, on a aussi quelques adhérents en personnes physiques. On a des membres associés voilà, qui sont listés, donc des membres associés des organisations du bâtiment. On est 3 salariés. Notre objectif de Terragis, donc, c'est de favoriser la qualité des opérations d'aménagement, de construction neuve et de réhabilitation en Bourgogne-Franche-Comté, avec une devise, l'intelligence collective pour mieux bâtir. Et on est soutenu financièrement par l'ADEME et par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. On a un champ d'action qui est défini, donc avec pour objectif d'accompagner les professionnels du bâtiment et de l'aménagement directement sur leurs projets pour les aider voilà, sur des démarches qualité locale, interprofessionnelles et participatives. Donc pour cela, on a le développement des démarches quartier et bâtiments durables. Donc c'est des démarches voilà, qualité spécifiques à la région, mais qui existent aussi dans toute la France, avec maintenant 8 autres régions qui vont avoir des démarches, 8 autres territoires. Et on est aussi, du coup, ambassadeur régional de la démarche écrin pour toute la région, et donc de faire la promotion et le développement de cette démarche dans cette région. Nos valeurs, du coup, on fonde nos actions sur le travail collaboratif et les acteurs de terrain, la mise en commun du savoir-faire et une vision globale, voilà, donc avec nos valeurs. Je vais laisser la parole, du coup, à Claire-Sophie, qui va faire sa présentation de Medieco, pour ceux qui ne connaissent pas non plus. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Claire-Sophie Quedvez. Je dirige un bureau d'études donc, qui s'appelle Medieco, qui est situé, dont la majorité de l'équipe est située à Lyon. Medieco, c'est une équipe de 6 personnes. Avec notre métier, c'est d'accompagner l'ensemble des acteurs de la construction et de la rénovation, que ce soit de la maîtrise d'ouvrage, de la maîtrise d'œuvre, les entreprises, à prendre en compte les thématiques de santé et notamment la qualité de l'air intérieur. Donc ça, c'est notre métier qu'on décline en plusieurs missions. Et puis, on travaille aussi sur plusieurs appels à projets de recherche pour essayer justement sur cette thématique de qualité de l'air, de mieux comprendre les différentes sources de pollution, le fonctionnement des équipements et développer des outils pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Et globalement, donc notre mission, c'est d'abord d'accompagner les projets en instance à maîtrise d'ouvrage ou à maîtrise d'œuvre sur toutes les thématiques de santé et de qualité de l'air intérieur. Donc, on est accompagnateur écrin. Donc, c'est aussi pour ça aujourd'hui que je vais vous présenter la mise en pratique d'écrin et des retours d'expérience qu'on a pu avoir sur des opérations qui sont en cours d'obtention de la démarche écrin. On fait forcément toute la partie liée à la qualité de l'air de mesures de métrologie et d'audit sanitaire. On travaille aussi avec certains industriels et fabricants pour mieux comprendre l'impact sanitaire de leurs produits. Et puis, de façon forcément en lien avec ces sujets, mais on travaille aussi beaucoup sur l'urbanisme favorable à la santé. Merci beaucoup, Claire-Sophie, cette présentation. On va passer la main à Lionel Combet de l'ADEME pour la présentation de la méthode écrin. Lionel, quand tu veux. Merci Sylvain. Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de consacrer un premier temps donc pour revenir un petit peu sur la raison d'être de cette méthode et en comprendre un petit peu on va dire les différentes composantes. La méthode écrin est née d'une réflexion qui a été conduite au moment où le législateur a travaillé sur le renforcement du cadre réglementaire sur le sujet de la qualité de l'air intérieur, moment auquel, effectivement, il n'existait pas de méthode de travail ou d'outils destinés à accompagner les professionnels du bâtiment sur la prise en compte de ces enjeux. Sylvain, si tu veux bien passer la première diapo.
Alors, les premiers éléments du cadre réglementaire, c'était l'étiquetage sanitaire des produits de construction, que vous connaissez probablement. Et puis, rapidement derrière, effectivement, l'obligation de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public, notamment. Voilà. Alors, la méthode d'écran a été élaborée pour répondre à ces besoins et elle propose une approche préventive de la santé dans le bâtiment. Elle rassemble donc un socle de connaissances qui ont été acquis dans le cadre des programmes d'observation et de recherche qui sont financés par l'agence au niveau national. Et sa vocation, eh bien, c'est effectivement d'aider les acteurs du bâtiment à prendre en compte la qualité de l'air intérieur dans les projets de construction de rénovation, qu'il s'agisse de bâtiments tertiaires ou d'habitation. Donc, c'est une méthode qui couvre un ensemble de besoins assez large dont on illustrera un petit peu plus tard la diversité un petit peu des projets. Voilà. La finalité de cette méthode, elle est au nombre de deux, elles sont au nombre de deux, donc c'est améliorer la qualité des projets, bien sûr, hein, pour faire que chaque opération intègre ce sujet de façon la plus aboutie possible. Et puis, bien sûr, structurer et renforcer les compétences des professionnels en proposant un cadre qui permette un apprentissage collectif et une expérimentation sans nécessairement passer par la formation. La méthode, elle donc repose sur, elle se distingue, on va dire, des démarches de certification ou de labellisation classique par sa philosophie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que chaque projet est unique. Il est unique par sa nature, il est unique par ses exigences. Et pour traiter du sujet de la qualité de l'air intérieur, il n'existe pas de solution toute faite. Alors, nous avions néanmoins pour impératif de mettre ce sujet à la portée de tous, et on ne pouvait pas porter l'ambition de faire de chaque professionnel un expert de la qualité de l'air intérieur. Donc, la méthode a été imaginée autour de 3 promesses. La première, elle porte sur la nécessité de mettre en place un accompagnement pas à pas, donc pour privilégier une approche opérationnelle et partir du terrain, donc du quotidien des acteurs, et leur permettre on va dire, de s'approprier les enjeux à partir d'un apprentissage qui se fait sur le terrain. Donc pour ça, effectivement, il faut un accompagnement et on va vous expliquer tout de suite après comment cet accompagnement s'opère. Il s'opère notamment avec l'application des accompagnateurs. La deuxième promesse, elle repose donc sur une démarche simple qui est tournée vers les pratiques métiers. Comme je vous l'ai dit, l'objectif n'était pas de faire de chaque professionnel un expert de la qualité de l'air intérieur et de ne pas leur imposer non plus une formation pour comprendre un petit peu la nature des enjeux à prendre en compte dans le cadre de leurs compétences. Donc, l'objectif, c'était d'acquérir des nouveaux savoirs en se focalisant uniquement sur les gestes métiers ou les compétences qui sont le cœur de chacun des corps d'État que l'on rencontre dans le cadre d'un projet, que ce soit pour le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, les entreprises artisanales. Et donc, c'est une approche qui se veut très pragmatique et qui permet à chacun des acteurs de se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire son cœur de métier. Et puis la troisième promesse, eh bien, effectivement, c'est celle du réseau, puisque l'objectif, c'est d'apporter un cadre de partage, un lieu où les professionnels peuvent se rencontrer pour s'inspirer des autres, des pratiques déjà établies et stimuler la créativité et l'innovation. Donc pour ça, il fallait effectivement créer un lieu d'où puisse émerger un peu la force d'un collectif pour permettre de s'approprier petit à petit les enjeux liés à la qualité de l'air intérieur. Ces 3 promesses sont essentielles parce qu'elles structurent en fait l'ensemble de la démarche et vous verrez dans la diapo suivante que les facteurs de réussite qui influencent, on va dire, l'aboutissement d'un projet et sa réussite reposent sur plusieurs éléments. Il faut d'abord prendre en compte le contexte du projet. Donc, ça suppose de s'attacher à la réalisation d'un diagnostic. Claire-Sophie vous en présentera au travers d'exemples un petit peu les enjeux. Tous les projets sont différents par leur contexte et nécessitent de prendre en compte effectivement la diversité des risques auxquels sont exposés les projets, des risques de pollution qui ne sont pas forcément les mêmes pour toutes les opérations. Il y a la nature de l'opération qui est à prendre en compte puisque selon que le projet repose sur un principe constructif qui privilégie plutôt une filière humide ou l'introduction d'éléments biosourcés, eh bien, ça suppose d'anticiper l'incidence des choix constructifs
face à ces risques de pollution et donc prendre en compte également d'autres facteurs qui ne sont pas exclusivement dépendants du contexte. Il y a également donc l'ambition du maître d'ouvrage qui est importante, puisque le maître d'ouvrage a la liberté de définir effectivement avec quel niveau d'aboutissement il va intégrer ce sujet-là. Il faut donc adapter le programme aux exigences du maître d'ouvrage. Et puis, le sujet de la qualité de l'air intérieur, où on va dire la qualité du projet dépend surtout de l'implication de chacun des corps de métier. Il faut donc que chacun prenne sa part dans l'atteinte de l'objectif, et ça suppose effectivement de bien expliciter et responsabiliser tous les corps d'État au rôle qu'ils peuvent jouer dans la mise en œuvre de cette opération et l'atteinte des objectifs. Alors, pour en venir concrètement aux différentes composantes de la méthode comprend différents champs d'application qu'on a appelés des missions. Elles sont au nombre de 4, et puis il y a un cinquième plan, un cinquième aspect qui porte plutôt sur les aspects d'ordre méthodologique. Alors, la mission 1 est une mission qui porte sur la gestion des pollutions d'origine atmosphérique, avec la prise en compte des voies de transfert de l'air extérieur vers l'intérieur. Donc, elle permet effectivement d'appréhender les pollutions liées au trafic, les pollutions industrielles, les pollutions de longue distance, la présence éventuelle de pollen, s'il y a une proximité avec des espaces plantés, et notamment des espaces en monoculture, comme on voit dans certaines agglomérations. La mission 2 prend en compte les pollutions issues du sol, qu'il s'agisse de pollutions naturelles comme le radon, ou de pollutions plutôt d'origine anthropique, donc liées à l'histoire du sol, avec la présence parfois d'hydrocarbures dans les sous-sols, etc., lorsque ce sont des sites en reconversion. La mission 3 prend en compte la gestion des pollutions liées au bâti. Donc on s'attache à 2 aspects très importants qui sont les émissions des matériaux utilisés dans les constructions, dans les projets, mais également aux conditions de mise en œuvre de ces matériaux qui sont déterminantes dans, on va dire, la qualité des ambiances intérieures dans les ouvrages livrés. Et puis la mission 4, elle prend en compte les pollutions liées à la gestion des équipements. Donc bien sûr, ça prend en compte la ventilation, qui est un organe très important pour maintenir la qualité des ambiances intérieures, mais elle prend en compte aussi d'autres équipements, dont notamment tous les équipements de combustion, chauffage d'appoint ou par exemple cuisine centrale, une restauration collective, qui sont de nature à dégrader les ambiances intérieures. L'application de la méthode couvre l'ensemble des étapes d'un projet. Donc ça, on le voit dans la diapo suivante. Je vais parvenir sur le détail, le processus d'un projet que vous connaissez probablement avec toutes ces étapes habituelles. La méthode apporte une dimension supplémentaire qui est essentielle. Elle s'intéresse en particulier à toutes les étapes de passation de contrat qui sont des interfaces très importantes qui font le lien entre différentes sphères d'acteurs. Lorsqu'on observe un déficit de qualité dans un projet, généralement, c'est qu'il y a eu un déficit de transmission d'informations à ces étapes clés, ces étapes charnières, et c'est la raison pour laquelle la méthode Écrin s'intéresse particulièrement à ces étapes-là pour s'assurer que toutes les conditions de réussite du projet soient bien transmises d'une sphère d'acteurs à une autre. Je vais prendre un exemple tout simple. L'étape de passation des contrats de marché de travaux, c'est effectivement lorsqu'on consulte les entreprises en vue de la réalisation des chantiers, eh bien, il y a nécessité de faire en sorte à ce que les entreprises qui y répondent puissent proposer des matériaux peu émissifs qui vont permettre de réduire les émissions à la source pour arriver à un niveau de qualité de l'air satisfaisant. Ces entreprises, très souvent, ne connaissent pas comment orienter les choix des matériaux pour garantir effectivement l'utilisation de matériaux peu émissifs. Et donc, dans ce cadre-là, la méthode Écrin fournit un guide qui inventorie l'ensemble des labels qui permettent, donc corps de métier par corps de métier, corps d'État par corps d'État, de choisir des références de matériaux les moins émissifs possibles pour apporter une première contribution aux objectifs définis par le maître d'ouvrage sur les projets auxquels il concourt. Donc, vous voyez que derrière la méthode Écrin, il y a des outils très concrets, très pragmatiques, qui permettent à chacun de prendre en compte effectivement ces enjeux
lorsqu'ils interviennent et lorsqu'ils concourent effectivement à un projet de cette nature. Appréhender toute la complexité du projet en impliquant chacun des acteurs dans son rôle, dans sa mission centrale, c'est important. Mais ça n'exclut pas effectivement que certains aspects, certains facteurs des projets ne soient pas totalement maîtrisés. Et pour s'assurer que les objectifs fixés par le maître d'ouvrage soient atteints, ça nécessite effectivement d'établir des campagnes de mesure qui sont mises en place à 2 périodes précises, à réception et au premier hiver, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de facteur qui ait échappé effectivement au processus de management qui s'est appliqué sur les opérations. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des polluants pris en compte, puisque Claire-Sophie reviendra dans les exemples notamment qu'elle va illustrer, mais c'est pour dire qu'effectivement, c'est important à la fois d'avoir un processus de management qui permet de minimiser les risques et de les anticiper du mieux possible, mais c'est important aussi de vérifier que les objectifs aient bien été atteints et soient conformes au cadre initial, parce que si on observe une pollution résiduelle qui a échappé aux acteurs, eh bien, ça implique de mettre en place des mesures de remédiation pour être en capacité de livrer des bâtiments qui soient conformes aux attentes qui sont fixées par le maître d'ouvrage et aux futurs utilisateurs de ces bâtiments. Alors, la méthode, elle permet effectivement d'obtenir un label, qu'on appelle une reconnaissance, qui s'établit autour de 3 niveaux, 3 niveaux classiques, bronze, argent et or, selon la performance atteinte par ces opérations. Cette reconnaissance est importante parce qu'elle permet aux différents acteurs de communiquer sur l'effort qu'ils ont consenti à intégrer cette thématique, sur la façon dont ils ont traité la chose, que ce soit pour le maître d'ouvrage ou pour les équipes impliquées, les équipes de maîtrise d'œuvre, les entreprises elles-mêmes. Et c'est une référence qu'elles peuvent faire valoir dans d'autres opérations, dans le cadre de consultations, dans le cadre de marchés de travaux notamment. Alors, les facteurs de réussite pour atteindre effectivement ces objectifs de performance sont multiples. Ils dépendent effectivement déjà de l'engagement du maître d'ouvrage. La méthode ne fixe pas pour objectif d'avoir des opérations exemplaires et toujours parfaites. Et on conçoit parfaitement que le processus de management comprenne une certaine complexité, parce que ça dépend effectivement du nombre d'acteurs qui interviennent. Et donc, il faut laisser le choix au maître d'ouvrage de définir le niveau d'ambition qu'il souhaite mettre en place pour chacune des opérations. Donc, cette méthode, elle permet aussi d'entrer en matière de façon progressive et pas forcément avec un niveau d'ambition toujours extrême. Ça suppose de challenger les orientations des projets. Et pour ça, effectivement, il y a des moments précis qui sont les commissions publiques d'évaluation, périodes durant lesquelles les équipes de projet et le maître d'ouvrage viennent présenter leurs opérations et le soumettre à l'avis des pairs. Donc, un architecte se confronte à l'avis d'un autre architecte. Et c'est un moment convivial durant lequel, effectivement, les projets sont challengés avec des recommandations, des suggestions bienveillantes qui sont faites et qui permettent aux acteurs du projet, finalement, de faire évoluer le projet dans sa durée, avec dans l'idée d'obtenir finalement une reconnaissance optimale au terme du projet. Ça suppose donc d'évaluer aussi objectivement la performance, on en a parlé, je ne vais pas revenir dessus, et puis de mettre en place les mesures de remédiation lorsqu'il y a des positions résiduelles qui sont établies. Alors, le déploiement de la méthode s'appuie sur un écosystème d'acteurs qui se compose principalement de 3 acteurs. Les ambassadeurs, donc Terragis, qui effectivement organise ce webinaire, est ambassadeur de la région Bourgogne-Franche-Comté. Mais il y a des ambassadeurs dans quasiment toutes les régions de France métropolitaine. Ces ambassadeurs sont membres du réseau Bâtiments Durables, que vous connaissez probablement, et ils ont pour mission effectivement de faire la promotion de cette méthode, de former les accompagnateurs et d'accompagner les maîtres d'ouvrage dans, on va dire, les premières étapes de mise en place du processus d'accompagnement pour appliquer la méthode écran. Les accompagnateurs eux-mêmes, Medieco fait partie des prestataires accompagnateurs, sont formés par les ambassadeurs et eux ont été formés à la méthode et l'utilisation des outils, donc ils maîtrisent l'ensemble du processus d'accompagnement et apportent leurs conseils, soit en tant qu'assistant à maître d'ouvrage, soit en tant que membre d'une équipe de maîtrise d'œuvre, pour s'assurer que l'ensemble des aspects nécessaires à la réussite du projet soient bien appliqués aux différentes étapes et connus des acteurs impliqués dans ces opérations.
Le maître d'ouvrage, on n'en parle pas puisqu'il est au centre du projet, mais ça vous permet de comprendre effectivement dans quel écosystème s'inscrit un projet lorsqu'un maître d'ouvrage veut s'engager sur l'application de la méthode écrin. Alors, la méthode écrin a été expérimentée sur un certain nombre d'opérations pilotes. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup plus que celles que l'on vous présente, bien sûr, hein. Mais vous voyez que par leur nature, la méthode permet effectivement de couvrir une grande diversité de projets qui sont assez représentatifs finalement de la diversité du patrimoine bâti français, hein, puisqu'on a dans ces opérations à la fois de l'habitat individuel, de l'habitat collectif, des établissements de santé médico-sociaux, des établissements sportifs, des établissements de bureaux, donc du tertiaire, etc., etc. Donc, vous voyez que la méthode écrin est assez polyvalente de ce point de vue. Voilà pour les principaux éléments de présentation de la méthode. Merci pour votre attention. Merci beaucoup Lionel pour cette présentation. Est-ce que suite à la présentation de la méthode écrin, est-ce qu'il y a quelques questions? Moi j'ai deux questions Lionel. Il y a deux choses. C'est juste pour préciser deux points sur les commissions d'évaluation. Juste préciser, en fait, c'est pas forcément des questions, mais c'est qu'il y a deux commissions qui seront réalisées pendant la durée du projet. Il y en a une qui sera en conception, il me semble, à la fin de la PD, qui va permettre, comme disait Lionel, de proposer des améliorations, de partager son expérience, de demander aussi, l'équipe projet peut poser des questions pour se faire aider. Est-ce que l'ambition et la conception sont cohérentes entre elles? L'autre commission sera réalisée et sera faite à la livraison et qui va permettre de valider, on va dire, tous les choix. Est-ce que la campagne de mesure est cohérente avec la conception et ce qu'on avait prévu? Et de pouvoir partager surtout son retour d'expérience, parce que l'idée aussi de la démarche, c'est de pouvoir faire évoluer les projets au fur et à mesure qu'ils sont faits et faire évoluer les projets suivants, et donc du coup d'être dans le partage. Lionel, l'autre sujet, tu n'as pas précisé sur quel type de bâtiment la méthode pouvait s'appliquer. Alors, la méthode s'applique donc aux bâtiments d'habitation et aux bâtiments tertiaires, bâtiments neufs ou projets de rénovation globaux. Donc, ça effectivement couvre une grande diversité d'opérations hein, potentiellement. On va dire la grande majorité des cas de figure que l'on rencontre. Disons que la méthode ne s'applique pas aujourd'hui, par exemple, aux bâtiments industriels, aux bâtiments logistiques, hein, ou aux salles blanches, par exemple, qui nécessitent, soit qui sont exposés à des polluants très particuliers, soit qui nécessitent des conditions de maintien des environnements intérieurs très particuliers. Voilà, je ne sais pas s'il faut apporter plus de précision sur la diversité très des bien, opérations. Voilà. C'était pour dire quand même qu'on a un panel large de bâtiments. Dans le chat, une question qui dit comment on devient accompagnateur. Alors, pour devenir accompagnateur, il y a deux conditions. Il faut effectivement être formé à la méthode, puisqu'il faut effectivement maîtriser les différents outils pour pouvoir se mettre en posture d'accompagner le maître d'ouvrage et les équipes de projet. Ces formations sont délivrées donc par les ambassadeurs dans les différentes régions. Donc, vous avez aujourd'hui des ambassadeurs dans la quasi-totalité des régions métropolitaines, à l'exception Normandie, Centre-Val de Loire et Grand Est. Mais les accompagnateurs peuvent parfaitement, effectivement, s'inscrire dans une des formations des régions qui proposent ces formations, hein, pas forcément dans celle dans laquelle, qui correspond au lieu d'implantation de leurs activités. Donc, le mieux, c'est de s'adresser aux ambassadeurs. Julie nous proposera probablement, effectivement, un lien vers le site internet écrin. Ce site vous présente de façon détaillée qu'est-ce que la mission d'accompagnateur. Donc, je vous invite à aller le visiter, puisqu'il décrit la mission et l'ensemble des conditions nécessaires pour devenir accompagnateur.
Et puis, sur ce site, vous avez un onglet événements dans lequel figurent tous les événements liés à la qualité de l'air intérieur aussi, mais surtout à la méthode écrin. Et chaque fois qu'une formation est programmée, elle figure sur le site écrin. Voilà, donc elle renvoie vers le site des ambassadeurs qui programment ces formations. Et ce sont donc, il y a cette formation qui est la première condition, et la deuxième, c'est à l'issue de la formation, bénéficier d'un contrat de licence écrin qui est délivré par l'ADEME pour vous permettre l'accès aux différents outils et aux ressources qui sont délivrées dans le cadre, à l'issue de cette formation. Oui, à la fin, à toute fin de la présentation, il y a une petite slide qui va présenter les prochains événements, voilà, où on a un peu, voilà, formation et commission, tout ça. Il y a une question dans les facteurs influençant la QAI. Lionel, tu as évoqué la motivation. Je pense que c'était de la maîtrise d'ouvrage. Oui, c'est ça. Et comment est formalisée cette graduation de la motivation? Euh, Alors, l'ambition du maître d'ouvrage, elle est définie en fonction des éléments du projet, donc de son contexte ou de la nature de l'opération, puisqu'effectivement, je prends un exemple le plus illustré possible. Si effectivement le projet est un projet en filière humide, c'est-à-dire béton, on va s'intéresser à certains polluants qui sont plus présents dans ce type d'ouvrage, notamment au risque d'apparition de moisissures. Si on est sur un système constructif bois, on va s'intéresser à des polluants qui sont des traceurs du risque de pollution par le bois, qui sont notamment l'alpha-pinène, entre autres. Alors, ça ne veut pas dire que le bois soit plus pollué que d'autres matériaux, mais ça veut dire que effectivement, il y a des risques de pollution auxquels il faut s'intéresser. Donc, le périmètre d'application de la méthode se définit en fonction de ces éléments-là, contexte et nature de l'opération, mais aussi et surtout en fonction de l'ambition du maître d'ouvrage. Il y a effectivement deux types d'indicateurs à prendre en compte pour appliquer la méthode. Il y a des indicateurs qui s'appliquent de façon obligatoire, qui couvrent notamment le cadre réglementaire, mais pas seulement, et tous les polluants qui sont liés au contexte ou à la nature de l'opération. Et puis, il y a des indicateurs que l'on considère comme facultatifs, mais qui servent quand même à pousser la démarche de façon plus ambitieuse et qui permettent de bonifier la note qu'obtient le maître d'ouvrage à l'issue de l'opération pour faire en sorte à ce que la démarche passe d'un niveau bronze, par exemple, à un niveau argent ou à un niveau or. Donc, le niveau d'ambition du maître d'ouvrage se définit finalement en fonction de la façon dont il voit conduire l'opération et l'exemplarité qu'il souhaite donner finalement à cette initiative, que ce soit une première initiative ou une initiative habituelle, puisqu'il y a des maîtres d'ouvrage qui en font des éléments de politique permanente pour leur entreprise ou leur collectivité. Merci. Voilà. Je propose que la dernière question qui a été posée, qui est un peu plus spécifique sur les équipements, qu'on la garde pour après la présentation de Claire-Sophie, parce qu'il y aura peut-être des réponses justement à l'intérieur de sa présentation. Et voilà, s'il y a d'autres sujets, on pourra Alors, reprendre. Donc n'hésitez pas à continuer et puis on alimentera les questions au fur et à mesure de la présentation. Lionel, tu voudrais rajouter oui, quelque peut-être chose? juste pour compléter ma dernière réponse, puisque je me rends compte que je n'ai pas été suffisamment précis. Donc, quand le maître d'ouvrage a défini effectivement l'ambition qu'il souhaite donner à un projet, les premières étapes, effectivement, c'est de bien formaliser cette ambition-là, donc avec l'aide de l'accompagnateur, de faire un travail de rédaction très qualitatif du programme et d'orienter le travail de sélection de l'équipe de maîtrise d'œuvre à partir des exigences formalisées dans ce programme-là. Donc, en fait, la rédaction du programme et on va dire l'appel d'offres pour la sélection de l'équipe de maîtrise d'œuvre sont la conséquence directe de l'ambition qu'il s'est donnée suite au diagnostic qui a été fait sur le site nu ou sur le bâtiment réhabilité. Merci beaucoup Lionel pour cette présentation et cette première partie. On va passer la parole à Claire-Sophie qui va pouvoir nous partager son expérience sur la démarche écrin et du coup qui va prendre la main sur la présentation. Ouais, c'est en cours. C'est bon, vous le voyez? Pardon, c'est bon, c'est moi. C'est bon. Ouais. Ok.
Du coup, moi, l'objectif de l'intervention, c'est de rentrer un peu plus dans le déroulé des premières phases de l'application de la méthode écrin et notamment de se consacrer de la phase diagnostic à la phase conception. Mais vous allez voir on va revenir aussi sur cette phase programmation où on a la définition de l'ambition écrin. Du coup, on va essayer, je vais essayer de vous l'expliquer, de vous expliquer à chaque phase qu'on va regarder, l'importance de la phase, et puis essayer de vous apporter du retour d'expérience pour vous montrer différents projets qui ont déjà suivi, qui sont en cours d'application de la méthode écrin. Du coup, d'abord, la phase diagnostique dans Écrin, c'est un peu la porte d'entrée de la méthode Écrin. C'est une phase qui est assez structurante parce qu'elle va permettre de définir le niveau d'ambition qu'on va vouloir porter sur la démarche Écrin par rapport au contexte du site et éventuellement aux caractéristiques du bâtiment. Du coup, le diagnostic, il a plusieurs objectifs. Il va nous permettre d'identifier, en fait, de caractériser un peu de quoi on part, essayer d'identifier les différentes sources de pollution euh, présentes sur le site ou à proximité du site. En fonction de l'identification de ces sources de pollution, le diagnostic va nous permettre d'orienter les choix à la fois de systèmes de ventilation, de filtration et des équipements qu'on va pouvoir choisir pour le bâtiment. Et puis cette phase diagnostique, c'est aussi une phase structurante pour les mesures à réception qui sont demandées dans la méthode écrin, puisqu'en fonction des pollutions que vous allez identifier, le protocole de mesure à réception va s'adapter. Si vous avez une pollution de l'air, par exemple, à réception, on demandera de contrôler les différents polluants spécifiques de la pollution de l'air extérieur. À l'inverse, si on n'a pas de pollution de l'air, ça veut dire que notre protocole à réception, le type de polluant à mesurer va être un peu plus léger parce qu'on n'aura pas les polluants de l'air à mesurer. C'est vraiment une méthode qui va s'adapter aux caractéristiques du bâtiment et aux pollutions éventuelles qu'on peut trouver sur le site. Donc, comme Lionel le disait, hein, ça s'adresse à plusieurs typologies de bâtiments et à la fois en construction neuve et en réhabilitation. Au niveau du diagnostic, si on est en construction neuve, c'est ce qui est entouré en jaune. Le diagnostic va s'intéresser uniquement à la mission 1 sur la gestion des pollutions atmosphériques et à la mission 2 sur les gestions de pollution de sol. À l'inverse, en complément, si on est en réhabilitation, on va s'intéresser dans le diagnostic aux missions 1 et aux missions 2, mais on aura également un diagnostic à réaliser sur la mission 3, la gestion des pollutions liées au bâti, et sur la mission 4, qui est la gestion des pollutions par les équipements. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder par type de mission? Chaque mission a une thématique. Dans la mission 1, la gestion des pollutions atmosphériques, les polluants qui vont nous intéresser, c'est les polluants plus particulièrement spécifiques à la pollution de l'air extérieur, notamment les particules fines, qui sont liées principalement à la combustion, et du coup alors combustion, ça peut être lié au trafic, peu importe le type de trafic, et à des installations de chauffage à proximité. Le dioxyde d'azote, également un indicateur, notamment un indicateur de la combustion, mais notamment du trafic automobile, et le benzène. Ce sont les trois polluants sur lesquels on va essayer d'avoir de l'information pour essayer d'identifier si notre site est concerné ou non par une pollution liée à ces polluants. Pour la mission 2, on va essayer d'identifier les polluants qui éventuellement viennent du sol, de pollution de sol, hein, qu'elles soient naturelles ou anthropiques. Donc naturelles, on va s'intéresser au risque radon. Anthropique, à tous les composés organiques volatiles qui sont liés par exemple à d'anciennes activités industrielles. Ces missions 1 et 2, hein, comme je vous disais, elles sont pour l'ensemble des bâtiments qui vont se lancer dans l'écrin au niveau du diagnostic. Quand on est en réhabilitation, on va également avoir un diagnostic sur la mission 3, sur la gestion des pollutions liées au bâti, et notamment, par exemple, donc on va s'intéresser aux composés organiques volatiles qui peuvent être liés aux matériaux, essayer d'identifier si on a des matériaux qui sont encore source potentielle d'émissions pour savoir si on les conserve ou pas. Et puis sur la mission 4, la pollution liée aux équipements, on va notamment s'intéresser aux problématiques d'humidité et donc faire un diagnostic, un audit d'humidité dans le bâti existant. Ce diagnostic, il est essentiel puisque c'est lui ensuite qui va définir si
lors de l'application de la méthode écrin, on va garder les différentes missions dans l'application. Quand on n'a pas de pollution identifiée dans les missions 1 et les missions 2, ces missions 1 et ces missions 2, on ne va pas les conserver lors de l'application de la méthode, mais je vais vous montrer un petit graphique, un petit schéma qui récapitule tout ça juste après. Alors concrètement, au niveau du diagnostic sur les pollutions atmosphériques, en fait, dans Écrin, on a une sorte de gros tableau de bord qui nous permet d'appliquer à chaque étape la méthode et qui va nous donner en fait toutes les étapes à respecter pour bien faire le diagnostic. Et donc, pour les pollutions atmosphériques, on va suivre 4 étapes. Et puis, s'interroger à chaque fois. L'idée derrière, c'est d'identifier si oui ou non on est concerné par une pollution. D'abord, pour chaque bâtiment neuf ou réhabilité qui va appliquer la méthode écrin, on va essayer d'identifier les sources de pollution de l'air extérieur qui sont présentes à proximité du site. On le reverra parce que je vous l'ai mis en retour d'expérience, mais là, typiquement sur la photo, on voit notre petit bâtiment qui est concerné par la méthode écrin, et puis on voit à côté un axe de trafic qui semble globalement assez important. Donc, on peut lister comme ça les différentes sources de pollution à proximité. On va s'intéresser notamment au trafic, à tous les trafics, que ce soit le trafic routier, aérien, maritime, ferroviaire, la proximité dans des zones urbaines de stations essence, la proximité d'industrie, et puis s'interroger également sur la proximité, par exemple, de zones agricoles. Vraiment essayer d'identifier et d'évaluer la distance de ces sources pour essayer de voir si oui ou non elles ont un impact sur notre bâtiment. Ensuite, la deuxième étape du diagnostic pour les pollutions atmosphériques, ça va être d'identifier les vents dominants sur le site. Alors, ça ne nous dit pas si oui ou non on est concerné par une pollution, mais ça va nous permettre de comprendre par rapport aux sources de pollution identifiées, comment les vents vont potentiellement influencer l'impact de ces pollutions sur la qualité de l'air de notre bâtiment. Si j'ai des sources de pollution à proximité, ma troisième étape, ça va être de recueillir des données disponibles sur les concentrations en polluants dans l'air extérieur. Donc, selon les régions, on a ce qu'on appelle des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, des ASCA. Donc, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'ATMO Bourgogne-Franche-Comté, qui ont des stations un peu partout sur le territoire. Les données donc, sont disponibles au téléchargement et qui vont nous permettre de caractériser et d'essayer de récupérer pour les différents polluants de la mission 1, le dioxyde d'azote, le benzène et les particules fines, des concentrations de polluants de l'air extérieur. Ces concentrations de polluants, on va les comparer à des valeurs de référence données par des organismes reconnus, et notamment on a des valeurs guides à respecter dans l'air intérieur qui sont données des valeurs guides par une directive européenne. Donc, par rapport à ces valeurs guides, soit notre site il est inférieur à ces valeurs guides et du coup, on n'a pas, en fait, les différentes sources identifiées n'impliquent pas, on ne peut pas dire que notre site est exposé à une pollution de l'air extérieur. Donc, c'est très bien, on n'est pas concerné par la mission 1. Et si ces concentrations, elles sont supérieures aux valeurs de référence auxquelles on va comparer, dans ces cas-là, ça veut dire que notre site, il est concerné par une pollution atmosphérique. Quand on a un doute, quatrième étape, on peut ensuite réaliser, si on n'a pas de données assez fines pour caractériser notre pollution de l'air extérieur, on peut réaliser des mesures de concentration de polluants dans l'air ambiant, donc en air extérieur, en posant différents tubes de prélèvement pour essayer de mesurer particules fines, benzène et dioxyde d'azote. Une fois qu'on a fait tout ça, on va s'interroger, savoir est-ce que notre projet est concerné ou non par la mission 1, par la gestion des pollutions atmosphériques. Et si c'est le cas, donc on va garder la mission 1 dans l'application d'Écrin, ce qui veut dire qu'on va devoir mettre en place des actions spécifiques à la mission 1 dans l'application d'Écrin. Le deuxième diagnostic, donc il est relatif à la mission 2, c'est exactement la même chose. La méthode écrin, donc dans un onglet diagnostic, va nous donner les différentes étapes, les différents éléments à recueillir pour se poser la question de savoir si notre projet est concerné par une éventuelle pollution de sol. Sur le diagnostic pollution de sol, on va s'intéresser à 2 thématiques. D'abord les pollutions naturelles, donc notamment le radon. Donc on va les regarder sur la carte du diagnostic. Enfin, on a une carte
soit sur Géorisque, soit sur le site de l'Agence de sûreté nucléaire, on va aller regarder si notre projet est sur un site qui est concerné par un risque radon. Donc là, vous avez une petite carte, on a différentes couleurs. Quand on est en rouge, c'est globalement on est concerné. Quand ça reste jaune, c'est que notre site n'est pas concerné par le risque radon. Si on a un doute, et notamment si on est dans un site qui va être un projet qui va être une réhabilitation, on a le bâti existant, donc on va pouvoir compléter, si on veut être sûr que notre projet est concerné par la mission 2, par des mesures de radon, que ce soit dans le bâti existant, mais si on est en construction neuve, dans les gaz du sol. Pour les pollutions anthropiques, c'est la même chose. On va identifier sur Basias, sur Basol, sur Géorisque, savoir si à proximité, on a des industries potentielles avec une activité toujours existante ou une activité historique qui sont à l'origine de pollution de sol. Donc, si on a une suspicion de pollution de sol, dans ces cas-là, la deuxième étape, ça va être de réaliser un diagnostic de levée de doute pour, au final, euh, essayer d'identifier si oui ou non notre projet est concerné par la mission 2. Tout comme la mission 1, si on est concerné par la mission 2, ça veut dire qu'on va retenir la mission 2 dans l'application de la méthode écrin et du coup devoir mettre en place les exigences spécifiques à la mission 2, gestion des pollutions de sol. Alors, deux exemples. Donc, je vous ai mis deux projets avec une approche assez différente parce qu'ils ne sont pas du tout concernés par les mêmes risques. Donc là, vous avez un projet qui est actuellement en cours d'application de la méthode écrin. Donc, c'est un projet qui est situé à Aubervilliers, donc autour de Paris. C'est un projet qui est situé sur une ZAC qui comprend différentes typologies de bâtiments. On a une résidence étudiante, un socle d'activité tertiaire et puis un espace qui va accueillir des salles de spectacle. C'est un projet qui est porté par la RIVP, qui est la Régie immobilière de la ville de Paris. Et donc, c'est ce fameux bâtiment qui est situé juste à côté du périphérique parisien. Et en plus, à côté, vous voyez, il y a une zone d'échange, un échangeur qui est assez conséquent. Donc, c'est vrai que si on identifie nos différentes sources de pollution, ben, on a ce trafic à proximité. Donc, ça va nous poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, on va aller recueillir des données pour caractériser l'air extérieur. On est en Île-de-France. Donc en Île-de-France, je vous ai parlé de l'Atmo Bourgogne-Franche-Comté. En Île-de-France, c'est Airparif. Et donc on va aller sur le site de Airparif pour essayer d'avoir des données chiffrées sur la qualité de l'air extérieur. Donc là, vous avez c'est pas des graphiques, trois visuels de la pollution. On a les particules fines, les PM2,5 à gauche. Au milieu, vous avez les PM10, ce sont les particules fines de taille 10 micromètres, donc elles sont plus grosses que les 2,5. Et puis à droite, vous avez le dioxyde d'azote. Ce sont les polluants d'intérêt qu'on va regarder, qu'Écrin nous demande de regarder dans la mission 1. Vous avez les moyennes annuelles donc, que vous retrouvez dans le tableau. Donc, on a 12 pour les PM2,5, 23 pour les PM10 et 35 pour le dioxyde d'azote. Et on va les comparer, donc, je vous ai dit, à des valeurs de référence sanitaire. Donc, on va se servir de deux types de valeurs. La directive européenne de 2024, donc, qui a défini 10 microgrammes par mètre cube pour les PM2,5, 20 microgrammes par mètre cube pour les PM10 et 20 microgrammes par mètre cube pour le dioxyde d'azote. Déjà, par rapport à ces valeurs, vous voyez que la caractérisation de notre site, les valeurs qu'on a recueillies, elles sont supérieures à cette directive. On peut aussi les comparer aux seuils de l'OMS qui sont encore plus exigeants. Donc déjà, si on dépassait les valeurs de la directive européenne, forcément, vous voyez qu'on dépasse aussi les valeurs de l'OMS 2021, qui étaient de 5 pour les PM2,5, de 15 pour les PM10 et de 10 pour le dioxyde d'azote. Donc là, comme nos valeurs recueillies pour caractériser le site dépassent ces valeurs de référence, ça veut dire que notre projet, vous voyez dans le petit encadré en bas à droite, notre projet est concerné par la mission 1, gestion des pollutions atmosphériques. Et donc, dans le choix de notre ambition écrin, on va traiter, on va regarder, on va être concerné par l'ensemble des exigences techniques qui nous permettent de gérer la pollution atmosphérique. Alors, ce projet est extrêmement bien situé puisqu'on va voir que le diagnostic de la mission 2, on va regarder le radon à gauche et puis les pollutions de sol à droite. Pour le radon, je vous ai dit que globalement, visuellement, on est sur du jaune, donc on n'est pas concerné par un risque radon. Donc, ça veut dire que sur la mission 2, notre projet n'est pas
on ne va pas retenir la problématique radon. Par contre, vous voyez à droite, sur ce projet, il y a eu un diagnostic de sol qui a été réalisé en 2024. Et sur les résultats du diagnostic, on observe un dépassement pour différents polluants, notamment les hydrocarbures. HAP, c'est hydrocarbures polycycliques, différents métaux lourds, l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel, le cuivre. Donc là, on a identifié par l'historique d'anciens sites industriels, on a fait un diagnostic de levée de doute et le diagnostic de levée de doute nous montre qu'on a une pollution de sol. Donc notre projet va être également concerné par la mission 2. Donc ce projet, par rapport au diagnostic, finalement, il va aboutir à on retient la mission 1, on retient la mission 2 dans le cadre de l'application d'écrin. Ça, c'est lié à la localisation du site. Je vous montre un deuxième projet, donc qui est un retour d'expérience sur un projet situé au nord, du coup pas très loin de la Bourgogne-Franche-Comté, au nord de Lyon, à Trévoux, qui concerne la construction de 159 logements collectifs. Ça comprend de l'eau, qui est également situé dans une ZAC et qui est porté par une maîtrise d'ouvrage, donc qui est un promoteur, le promoteur Lamotte. Et ce projet, on a fait exactement la même chose. Comme on applique écrin, on a réalisé la première phase qui est le diagnostic. Là, vous voyez, par rapport à la pollution de l'air extérieur, donc on a été en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est l'ATMO Auvergne-Rhône-Alpes. On a des cartes stratégiques air dans le cadre de l'application de la directive qui nous montrent que sur ce projet, notre projet est situé dans une zone qui correspond en fait au niveau C. Niveau C, ça veut dire qu'on est inférieur aux valeurs guides de la directive européenne, donc que notre projet n'est pas concerné par la mission 1, gestion de la pollution atmosphérique. On fait exactement le même exercice sur ce projet pour les pollutions de sol. Donc là, vous voyez à gauche la carte radon. Notre site est sur une zone. Alors le radon, c'est très disparate, hein. À 1 kilomètre d'écart, vous pouvez avoir une teneur en uranium dans le sol qui fait que vous allez avoir un transfert possible. Donc c'est vrai que d'affiner vraiment cette carte nous permet vraiment de préciser pour chaque lieu si on est concerné ou non. Là, vous voyez qu'on est en zone jaune, donc on n'est pas concerné par le risque radon. Et puis, par rapport aux pollutions de sol, à l'historique du sol, on a fait un inventaire des données sur Basias qui nous permettent de relever l'historique par rapport au site industriel. Et donc, l'étude bibliographique n'a pas relevé d'éléments en faveur d'une pollution de sol. Donc, au regard de ces éléments, notre projet n'est pas concerné par la mission 2, gestion des pollutions de sol. Ce qui veut dire un petit récap. Donc, dans l'application d'écrin, donc ce premier diagnostic, à quoi est-ce qu'il doit aboutir? Il doit aboutir aux missions qu'on va retenir pour l'application d'écrin. Donc, j'ai essayé de vous faire un schéma. Globalement, quand on applique écrin, ce que vous avez, la mission 3 et la mission 4, elles sont toujours colorées en foncé parce que la mission 3 et la mission 4, elles s'appliquent à tous les projets écrin pour toutes les typologies, qu'on soit en neuf ou en réhabilitation. Par contre, la mission 1 et la mission 2, elles vont dépendre des résultats d'analyse de site. Si vous avez, comme notre projet de Trévoux, l'absence de pollution, vous ne retenez pas la mission 1 et la mission 2. Donc sur ce projet, on n'aura que la mission 3 et la mission 4. Si vous êtes concerné par une pollution atmosphérique, mais pas par une pollution de sol, on va retenir que la mission 1. Troisième colonne, si vous êtes concerné pas par une pollution atmosphérique, mais juste par une pollution de sol, que ce soit radon ou une pollution anthropique, on va retenir que la mission 2. Et pour le premier projet que je vous ai présenté, ZAC des mines, on est à la fois concerné par une pollution atmosphérique et par une pollution de sol. Donc là, on va retenir pour l'application d'écrin la mission 1, la mission 2, la mission 3 et la mission 4. Une fois qu'on a retenu ces missions dans l'application d'écrin, on va passer... Alors, pardon, ce que je voulais vous dire, qu'est-ce que ça impacte en fait sur le projet d'être concerné par ces missions 1 et par ces missions 2? Si on a une pollution atmosphérique, la mission 1, ça veut dire que dans le cadre d'écrin, on va se poser la question de la possibilité de filtrer l'air qui rentre dans le bâtiment puisqu'on a des polluants qui sont présents à l'extérieur. Donc on va s'interroger sur les systèmes qui nous permettent de filtrer l'air entrant. Écrin ne vous impose pas un type de système de ventilation, mais vous demande de vous interroger sur le niveau de filtration et le système de filtration qu'on va appliquer au bâtiment. Donc, est-ce que c'est une double flux ou un autre système qui permet de la filtration?
L'écran n'impose pas forcément une double flux, mais c'est vraiment la réflexion sur le moyen à mettre en œuvre pour limiter le transfert. Et puis, si on est vraiment sur des niveaux, notamment en dioxyde d'azote, en polluants gazeux à l'extérieur importants, ben, on peut s'interroger, en plus de la filtration particulière, sur d'autres types de filtres, notamment du moléculaire. Pour la mission 2, si on est concerné par une pollution de sol, que ce soit une pollution liée à un ancien site industriel ou de radon, ben, on va s'interroger par exemple, est-ce qu'on construit sur vide sanitaire? Comment ce vide sanitaire est ventilé? On va travailler, avoir une réflexion sur l'étanchéité entre le sol et le bâtiment, sur le traitement des terres. Et du coup, Écrin demandera un contrôle justement après le traitement des terres en fin de terrassement pour vérifier qu'il n'y a plus de pollution. Sur des techniques de mise en dépression du sous-sol ou sur la mise en surpression du bâtiment. Donc, il n'y a pas une technique imposée, mais par contre, le fait d'appliquer, de retenir la mission 1 et la mission 2 vont nous demander de nous interroger sur les solutions techniques à mettre en œuvre pour limiter le transfert des polluants, qu'ils viennent de l'air extérieur ou du sol. Donc, une fois qu'on a fait ce diagnostic, on va passer en phase programmation. La phase programmation, c'est la phase notamment où on va établir le maître d'ouvrage, donc l'accompagnateur après, avec des échanges avec la maîtrise d'ouvrage, va établir l'ambition du projet. Et donc, pour établir l'ambition du projet, on va sélectionner un certain nombre d'exigences qui sont dites dans l'écrin essentiel. On a des incontournables qui sont obligatoires pour l'ensemble des projets et des essentiels qui vont nous permettre en fait d'obtenir la performance pour chaque mission. Donc là, je vous ai mis rapidement le nombre d'exigences par type de mission. On a une mission dite cadrage qui sont des exigences d'ordre méthodologique. On en a 14 à respecter. Elles sont incontournables, obligatoires pour tous les projets. Ensuite, pour la mission 1, si notre projet retient la mission 1, s'il est concerné par une pollution de l'air extérieur, on a 10 incontournables à respecter et on va choisir notre niveau de performance parmi les 10 exigences dites essentielles. Pour la mission 2, on a 3 exigences incontournables et 9 exigences essentielles. Donc, on va venir cocher celles qu'on retient. Pour la mission 3, liée aux sources internes, on a 11 incontournables et 9 essentiels. Et pour la mission 4, on a 8 incontournables. Donc, la mission 4, c'est lié aux équipements du bâtiment pour assurer une bonne qualité de l'air et 15 essentiels. Donc, en fait, on va venir sélectionner les exigences essentielles pour atteindre, pour chaque mission, un minimum de 70%. Donc, on a dans le tableau de bord écrin, en fait, il va s'adapter aux caractéristiques du projet. Donc, on va renseigner, en fait, quelle est notre typologie de bâtiment. Est-ce qu'on est sur du logement? Est-ce qu'on est sur du tertiaire? Est-ce qu'on est sur du neuf? Est-ce qu'on est sur de la réhabilitation? On va venir remplir les sources à considérer. Ces sources, elles dépendent des résultats du diagnostic de site. Donc, on va venir dire dans notre logiciel, est-ce que j'ai une problématique de sol? Oui ou non. Donc, je coche si je suis concernée. Est-ce que j'ai une pollution de sol, une pollution anthropique liée à une ancienne activité industrielle? Est-ce que je suis concernée par une pollution atmosphérique? Est-ce que dans Lionel, vous parlait tout à l'heure de la présence de pollen, est-ce que je vais avoir un lot paysage? Et donc, dans ces cas-là, je vais devoir faire attention également au choix des essences végétales à potentiel allergisant. Donc, je sélectionne ce qui concerne ou non mon projet. Je vais venir renseigner pour définir mon ambition, quels sont les systèmes qui vont poser question, sur lesquels il va falloir être un peu, porter une attention particulière pour la qualité de l'air. Est-ce que j'ai un puits climatique? Est-ce que j'ai un système de chauffage par combustion? Est-ce que j'ai un système de ventilation double flux? Est-ce que mon bâtiment va être en système de ventilation naturelle? Est-ce que j'ai un vide technique ventilé? Est-ce que j'ai un parking souterrain ou en garage? Donc, je viens sélectionner ce qui concerne mon projet. Et du coup, toutes les exigences vont s'adapter aux sources et aux systèmes que vous avez sélectionnés. Si vous n'avez pas coché pollution atmosphérique, toutes les exigences liées à la filtration de l'air ne vont pas être présentes dans votre méthode écrin. Et donc, je vais venir sélectionner mes exigences pour voir quel niveau d'ambition je sélectionne. Et donc, voilà par exemple un tableau. Donc, j'ai repris les 2 projets que je vous ai présentés. Donc, les 3 premières colonnes, c'est sur le projet de la RIVP. C'est un projet qui est passé en commission écrin en janvier, donc qui est passé en commission conception, donc qui a présenté son niveau d'ambition. J'ai 3 typologies de bâtiments. Donc, j'ai une résidence étudiante, un hôtel d'activité, donc plutôt du tertiaire en rez-de-chaussée, et puis des salles de spectacle, ce qu'ils appellent la station, qui va avoir c'est un ERP, ça va être de l'accueil de public. Donc, j'ai 3 niveaux d'ambition différents, puisque mes exigences
le nombre d'exigences à retenir pour chaque projet va s'adapter si je suis en logement ou si je suis en tertiaire. Et donc, avec le maître d'ouvrage, on est venu sélectionner les exigences qu'on souhaitait retenir pour le projet. Sur ces projets, vous vous rappelez des résultats du diagnostic de site, on avait une pollution de sol et une pollution atmosphérique. Donc là, notre projet va retenir l'ensemble des missions. Et donc pour chaque mission, mission 1, mission 2, mission 3, mission 4, on a sélectionné un nombre d'exigences pour atteindre un minimum de 70% dans chaque mission. Donc vous voyez, on obtient pour chaque mission pour le Crous par exemple, entre 77,8 et 96,4% pour la mission 3. Et donc, ça me fait l'ambition écrin, c'est la moyenne de ces 4 missions. Donc, par exemple, pour le Crous, on vise 86%, donc un niveau argent, entre 80 et 90%, c'est un niveau argent. Pour le logement, ce 86%, ça représente une sélection de 54 exigences mêlant à la fois les incontournables, les obligatoires et les essentiels. Pour l'hôtel d'activité, on a un niveau d'ambition visé de 83%. Ça représente donc pour une typologie tertiaire 61 exigences, puisque je vais avoir des exigences supplémentaires liées au fait qu'on soit dans un bâtiment de bureau. Et puis pour le RP, on obtient 84%, donc ça représente 56 exigences. Vous voyez à droite, j'ai mon deuxième projet, le projet de Trévoux. Là, je ne suis pas concernée par la mission 1, je ne suis pas concernée par la mission 2, donc elle ne compte pas dans le calcul de mon ambition. Donc, je vais me focaliser sur ce projet uniquement sur la mission 3 et sur la mission 4. La mission 3, je vise un niveau très important sur le choix des produits de construction. Donc, je vise 96,6%. Et puis, il y a eu un peu moins d'exigences sélectionnées avec la maîtrise d'ouvrage pour la mission 4. Donc, on obtient 76,5%. Donc, ce projet vise aussi un niveau écrin argent. Mais vous voyez que quand je n'ai pas la mission 1 et pas la mission 2, finalement, au total, j'ai 34 exigences qui sont sélectionnées pour ce projet. J'ai défini mon niveau d'ambition. Maintenant, je passe en phase conception. Et la phase conception, ça va être que tout ce qu'on a retenu en termes d'exigences et les exigences incontournables, obligatoires, je vais venir les décliner à chaque étape de la phase conception, de l'APS jusqu'à la consultation des entreprises, sur les différentes thématiques. Globalement, alors, ce n'est pas une obligation d'écrin, mais ça reste quand même plutôt recommandé dans l'application quand on fait de la qualité de l'air intérieur. On va venir rédiger une notice QAI, alors écrin, qui va permettre en fait de venir définir pour la consultation des entreprises, réexpliquer un peu le déroulement du projet. Donc venir expliquer par exemple, est-ce que j'ai des pollutions de l'air extérieur, les résultats du diagnostic de site, et par rapport à ce résultat, quelles sont les solutions qui vont permettre de réduire le transfert des polluants extérieurs vers l'intérieur qui sont appliquées au projet. On va retrouver dans cette notice toutes les exigences qui sont liées au choix des matériaux à faible impact sur la qualité de l'air intérieur. On va retrouver toutes les exigences liées à la qualité et à la performance du renouvellement d'air. Et puis, pour respecter tout ça, qu'est-ce qu'on va mettre en place sur le chantier? Donc, venir expliquer les bonnes pratiques qu'on doit appliquer sur le chantier. Écrin demande également une sensibilisation à la qualité de l'air des entreprises qui seront sur le chantier. Donc, on peut aussi avoir dans cette notice QAI une partie qui va expliquer aux entreprises qu'il y aura des sessions de sensibilisation pour parler des grands enjeux de la phase chantier et puis aussi venir expliquer à l'ensemble des acteurs du projet qu'à la fin de la construction, il y aura une mesure de qualité de l'air qui est obligatoire dans l'application de la méthode écrin et expliquer les polluants qui sont retenus. Les polluants qui sont retenus, ils vont être adaptés en fonction des résultats de votre diagnostic de site. Si vous n'êtes pas concerné par la mission 1 et la mission 2, vous n'aurez pas à mesurer les polluants de la mission 1 et de la mission 2 à réception. En phase conception, on va d'abord s'intéresser, avant de rentrer vraiment dans la partie technique des exigences de chaque produit, déjà à l'implantation du bâtiment et à la localisation des prises d'air. L'implantation du bâtiment par rapport à nos vents dominants et par rapport aux sources de pollution extérieures qui ont été identifiées. On va aussi faire attention à la disposition des locaux par rapport aux sources de pollution internes et externes,
par exemple les sorties d'air viciées du parking, le local d'ordures ménagères. Donc faire déjà attention sur les plans à la disposition de ces différents locaux. Faire attention à la localisation des prises d'air, parce qu'effectivement, on peut avoir une pollution de l'air extérieur, mais selon où est-ce qu'on va implanter nos prises d'air, quand on est sur un système, bien sûr, qui permet qu'il y a une seule entrée d'air pour le bâtiment, bah, de savoir où est le meilleur endroit pour la positionner. Et puis, on va venir aussi réfléchir à comment on intègre les solutions techniques qui sont liées aux pollutions qui ont éventuellement été identifiées lors de l'analyse de site, du diagnostic de site. Donc d'abord, une réflexion sur l'implantation et l'organisation spatiale du bâtiment. Ensuite, on va rentrer plus précisément dans la technique. Donc là, sur cette phase conception, on va s'intéresser à tout le choix des produits de construction. Donc, comment Écrin aborde la partie produit de construction? Ben, pour chaque référence produit en contact avec l'air intérieur, Écrin va demander que ce produit ait d'abord l'étiquetage A+. Alors, il n'y a pas d'interdiction si vous avez un produit qui malheureusement n'a pas l'étiquetage A+, il n'est pas proscrit pour l'application. Il faudra juste aller chercher plus de références des produits encore meilleurs sur la qualité de l'air pour les autres références produits. En complément de cet étiquetage A+, Écrin valorise aussi les produits qui ont différents labels environnementaux, qui présentent un intérêt aussi pour la qualité de l'air intérieur. Donc, par exemple, l'écolabel européen. Pour les produits de pose, vous avez l'Océan, c'est leur label qui s'appelle l'Emicode. Pour les revêtements de sol textile, on a un label GUT. Pour les produits plutôt d'origine biosourcée, on a le label Nature Plus. Donc, en plus de l'étiquetage obligatoire, on va aller chercher, quand c'est possible, des labels complémentaires à cet étiquetage. Et puis, comme l'étiquetage obligatoire des produits de construction reste déclaratif en France, dans le sens où la seule obligation, c'est d'apposer l'étiquette sur le produit, des produits qui auraient été testés dans des laboratoires pour vérifier les émissions dans l'air intérieur, ces produits, s'ils disposent d'une attestation qui atteste que le produit a été testé en laboratoire, c'est également valorisé dans Écrin. Et ensuite, comment est-ce que c'est calculé? Pour 8 familles de produits, donc qui ont été reprises sur la structuration de l'étiquetage obligatoire des produits de construction, donc pour les revêtements de murs, les revêtements de sol, les revêtements de plafond, cloisons et faux plafonds, les produits d'isolation, porte-fenêtres, produits de pose et produits à base de sol. Donc vous voyez qu'on ne s'intéresse pas juste à ce qu'on voit à la peinture, au plafond et au sol, il y a aussi tous les produits utilisés pour la pose, tous les produits à base de bois. On va venir remplir un tableau en disant, pour ce produit, j'ai l'étiquetage, ce produit bénéficie, est en phase aqueuse, ce produit bénéficie d'un label produit de construction. Et donc, ça va me permettre de calculer une performance pour chaque famille de produits. Et vous voyez dans la colonne de droite, en fonction de la performance atteinte, ça va me permettre d'obtenir plus de points pour la mission 3 d'Écrin. Phase conception, je vais aussi m'intéresser à la performance du renouvellement d'air, où là, je vais venir décrire les différentes exigences qu'on va attribuer au renouvellement d'air. Alors, dans le renouvellement d'air, dans Écrin, il est traité à 2 endroits différents. D'abord, dans la mission 1, si le projet est concerné par la mission 1, on va s'intéresser au niveau de filtration et à la façon de filtrer l'air entrant dans le bâtiment. Par contre, si je ne suis pas concernée par la mission 1, je vais m'intéresser plutôt aux 3 autres sujets qui sont traités dans la mission 4, à la performance du renouvellement d'air et notamment à la définition des débits d'air et au taux de renouvellement d'air dans les différentes typologies de bâtiments. On va avoir un débit d'air spécifique par rapport à la typologie, si on est en logement, si on est en école, si on est en bureau. On va venir mettre dans les différentes pièces écrites, lister l'ensemble des bonnes pratiques pour garantir un renouvellement d'air performant en phase chantier. Et puis, traiter aussi de l'accessibilité des systèmes pour l'entretien et la maintenance future du bâtiment, et donc pour garantir la qualité de l'air dans le temps, et notamment la présence de trappes de visite, le fait que les caissons soient facilement accessibles pour l'entretien, etc. Et donc tout ça, je vais venir l'intégrer dans chaque pièce, et notamment, il faut que ce soit présent au moment de la consultation des entreprises. Donc dans la consultation des entreprises, je vais venir rédiger dans chaque CCTP
Et donc là, Lionel vous parlait du guide entreprise. Et effectivement, le guide entreprise récapitule l'ensemble des exigences qu'on va pouvoir intégrer dans chaque lot des CCTP. Alors bien sûr, à adapter aux caractéristiques du projet, au diagnostic de site, mais globalement, tout ce qui est demandé à la fois pour la performance du renouvellement d'air, pour le choix des produits de construction, c'est dans le guide des entreprises et ça va pouvoir être intégré dans la consultation. Et puis, ce qui est important aussi dans cette consultation des entreprises, c'est de venir mettre ce qu'on appelle le guide chantier, une charte chantier spécifique à la qualité de l'air intérieur qui va rappeler l'ensemble des bonnes pratiques et on va dire les étapes à respecter pour le déroulement du chantier pour garantir une bonne qualité de l'air du futur bâtiment. Ce guide chantier est, et les exigences écrins dans le CCTP, bah, c'est des documents qu'on va venir intégrer à la consultation des entreprises pour les rendre contractuels et pour que chaque entreprise soit à la fois au courant qu'on applique la démarche écrin et qu'elle soit au courant, cette démarche écrin, qu'est-ce que ça va impacter pour eux sur la phase chantier. Voilà pour la présentation pour essayer de rentrer un peu plus dans le concret sur le diagnostic, la programmation et la conception. J'ai oublié, je devais vous poser des questions, enfin, savoir si vous aviez des questions à chaque phase et j'ai oublié. Je suis désolée, Mm. Sylvain. Non, merci beaucoup, Claire-Sophie. Euh, je vais juste repartager comme ça ma fenêtre, comme ça je vais pouvoir reprendre qui est ici. Si je m'en sors. Voilà, c'est ici. Pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, les poser dans le chat. Juste, je me permets de rebondir sur ce que tu as dit au début, effectivement. Euh, En fait, on se rend compte avec Écrin et du coup le choix des différentes missions que finalement, si on a une ambition forte sur la qualité de l'air intérieur, ça se fait déjà en premier par le choix du site, qui va permettre de simplifier, on va dire, ce qu'on a à faire dessus, si on peut choisir un site. Des fois, c'est pas forcément le cas, mais quand on a une maîtrise d'ouvrage qui peut choisir un site en différents sites, le diagnostic va permettre aussi, peut permettre de choisir un site pour traiter tous ces sujets. Je reviens à la question de tout à l'heure qu'on avait remis à plus tard par rapport à la mission 4 et la pollution des équipements. Quelles sont les données qui encadrent cette pollution? Effectivement, je crois que Claire-Sophie t'avait mis une petite slide, par exemple, sur les performances des équipements, Alors en et fait, notamment des équipements de ventilation. ouais, on va pas tant être sur les fiches produits données environnementales, Mm. on va plus être sur la mission 4, sur le respect des règles de l'art, donc rappeler euh, l'accessibilité pour la maintenance, par exemple. Et puis cette mission 4, elle va aussi nous permettre, c'est elle qui va définir si oui, enfin le débit qui peut être proposé dans Écrin. Donc on n'est pas tant sur la fiche produit en tant que telle, on est plus sur la définition d'un niveau de performance qu'on souhaite atteindre et ensuite le respect des règles de l'art pour atteindre ce niveau de performance. Voilà, donc les niveaux de performance, ça va être sur l'étanchéité au réseau. On a aussi tout ce qui est bonnes pratiques du chantier qui sont très importantes, notamment boucher les réseaux de ventilation sur le chantier, choses comme ça. L'accessibilité aussi, qui est des choses qui doivent se prévoir en conception pour pouvoir anticiper toute la maintenance. Et du coup, ça fait rebondir sur les deux autres questions qui sont sur la ventilation, et puis après, je prendrai l'autre question. Donc, les débits d'air demandés se basent-ils sur la réglementation ou sont plus exigeants? Ils sont plus exigeants. Si on En souhaite essentiel. en En essentiel. incontournable, en obligatoire pour les projets, c'est le respect, bien sûr, de la réglementation. Mais par contre, effectivement, en essentiel, on peut aller choisir des débits supérieurs et qui sont adaptés aux typologies de bâtiments. Tout à fait. Et est-ce que les choix des systèmes de ventilation sont-ils aussi s'allonger sur l'aspect énergétique? Je ne crois pas, mais Pas directement, pas mais en directement. fait, indirectement, oui, puisque dans un projet, il n'y a pas qu'un accompagnateur écrin, il y a aussi un BET fluide et un BET environnement qui, lui, a des exigences énergétiques à respecter. Et du coup, en portant écrin, forcément, l'accompagnateur écrin va aussi être en contact, va avoir des échanges avec les autres.
Et du coup, dans le choix proposé pour la qualité de l'air, forcément, il va être challengé au regard de l'aspect énergétique, mais par les autres bureaux d'études du projet. Tout à fait. Autre question sur les matériaux et est-ce que les interactions entre les produits sont prises en compte, notamment, par exemple, les réactions chimiques entre le support et les cols. C'est pas mentionné exactement comme ça, mais en Mm. fait, c'est pris en compte dans le sens où il y a une attention, justement, dans la mission 3 spécifique au taux d'humidité résiduelle dans les supports, justement pour éviter ces interactions, ces réactions entre la colle et l'humidité, et au fait d'être vigilant lors de la préparation du chantier à intégrer les temps de séchage nécessaires au support. Et donc, il est également demandé pendant le chantier une vérification, une mesure de l'humidité résiduelle des supports avant la pose du revêtement. Donc, indirectement, c'est demandé dans les pratiques. Mais il n'y a pas d'exigence qui dit d'y faire attention. Les exigences, elles sont formulées en termes d'obligation de moyens. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Euh, Tout à l'heure, bon, il y avait un sujet sur comment on devient accompagnateur et du coup ça a été répondu. J'anticipe des questions. Voilà, il y a la démarche. Voilà, il y a plusieurs coûts qui sont associés. Donc, je n'ai pas de slide dessus, mais voilà, un coût forcément de l'accompagnateur qui va avoir une mission d'accompagnement jusqu'à la livraison. Et un coût pour la structure ambassadrice pour justement l'organisation des événements et tous les coûts qui sont associés au développement de la démarche. S'il n'y a pas d'autres questions, mais on pourra, s'il y a d'autres qui vous viennent, on les prendra. Il y a Julie qui veut intervenir. Julie. Oui, ce n'est pas une question, mais c'est pour rappeler, donc, car Sophie, tu disais que donc, le premier projet présenté est passé en commission au mois de janvier, Oui. et le second projet passe en commission au mois Le de 21 mai. 21 mai à Lyon. Oui. Voilà, donc si vous voulez avoir un retour d'expérience encore plus exhaustif sur la phase conception, voilà, je vous invite à assister à cette commission. Si je dis pas de bêtises, Julie, le 21 mai, il sera peut-être en visio. Elle essaye d'organiser, de voir si c'est possible. Oui, Oui. oui, en effet. C'est... Tout à fait. Vous anticipez ma slide Pardon. d'après. Non, mais c'est pas un souci. Écrin, il y a un site internet. Voilà, on a plein de ressources. Il y a beaucoup de ressources. Alors pour les accompagnateurs, il y a encore beaucoup de ressources. L'ADEME a compilé beaucoup de choses pour nous aider. Donc il y a un site internet Écrin où dedans on peut notamment retrouver les liens vers tout le réseau des ambassadeurs que tout à l'heure Lionel nous a présenté, où chaque ambassadeur peut faire voilà, des retours d'expérience, il y a des comptes rendus de commission, notamment chez Envirobat BDM. Je remettrai les liens directement dedans dans la présentation après. Où Envirobat BDM, il y a un retour d'expérience sur leur dernière commission Écrin qui est passée. Un projet qui est en démarche BD et Écrin, Or, je crois d'ailleurs, donc c'est un projet on va dire, très qualitatif en termes de qualité de l'air intérieur. On a aussi chez Ville et Aménagement Durable en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont mis à disposition aussi un compte rendu de commission. Donc voilà, on peut retrouver beaucoup d'expérience et c'est là aussi où on a, voilà, tout à l'heure Lionel disait, les actualités avec les futurs événements. On a bien sûr notre site internet. J'ai mis il y a quelques vidéos qui ont été réalisées par l'ADEME qui sont sur notre site internet, mais qui sont aussi sur le site Écrin, bien sûr. On a le processus pour inscrire son projet. Voilà, on a un peu les mêmes ressources. Donc voilà, c'est deux endroits différents pour trouver des informations. On a mis en place aussi, nous, une liste, une lettre de diffusion sur la qualité de l'air intérieur et Écrin, où l'objectif, c'est de partager soit des événements, soit des retours d'expérience, pas seulement dans la région, hein, c'est aussi d'alimenter des informations nationales
et qui permettent voilà, de partager nos expériences. Voilà, je ne sais pas s'il y a des compléments que vous vouliez faire, Lionel ou Claire-Sophie, sur juste Ouais, là-dessus. moi, je veux bien faire un complément. Je ne crois pas qu'on l'ait abordé. Dans le cadre de marché public, l'accompagnateur, il y a forcément un accompagnateur plus technique sur la qualité de l'air qui va être se situer côté maîtrise d'œuvre. Mais côté maîtrise d'ouvrage, notamment le lien avec l'ambassadeur, peut également se faire avec un accompagnateur. Et du coup, qu'il y avait une question sur comment bientôt accompagnateur, il n'y a pas que des bureaux d'études ou des gens techniques qui deviennent accompagnateurs. En formation accompagnateur, on a régulièrement aussi de la maîtrise d'ouvrage qui se forme à la méthode écrin, justement pour porter la méthode sur son opération. Puis ensuite, elle va demander un accompagnateur plus technique dans la future maîtrise d'œuvre. Mais les formations accompagnateurs ne sont pas uniquement réservées à des experts qualité de l'air qui voudraient être côté maîtrise d'œuvre. Ça s'adresse vraiment à l'ensemble des acteurs qui souhaitent appliquer écrin, que ce soit côté maîtrise d'ouvrage ou côté maîtrise d'œuvre. Oui, c'est important ce que tu soulignes, Claire-Sophie, parce que un maître d'ouvrage qui, effectivement, a le souhait de s'approprier de façon assez large cette thématique-là et gagner en autonomie dans la conduite des opérations, eh bien, elle a finalement toutes les étapes amont à gérer sur ces sujets. Donc, ça peut être diagnostic du site, définition du niveau d'ambition, rédaction de la programmation, sélection de l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc premier appel d'œuvre conception. Et tout ça, si effectivement au sein des services d'une collectivité, un agent a fait la formation accompagnateur, eh bien, il maîtrise l'ensemble des aspects de la méthode écrin à intégrer sans avoir à faire appel à un prestataire. Donc, une collectivité, un bailleur social, un promoteur immobilier peuvent parfaitement se former à la méthode pour ces besoins-là. Ce qui n'exclut pas, bien sûr, après, qu'il y ait un accompagnateur dans l'équipe de maîtrise d'œuvre. Oui. Merci de cette précision importante. Les prochains rendez-vous, ce que je disais tout à l'heure, donc une commission d'évaluation avec 2 projets qui, pour l'instant, est à Lyon, mais effectivement, le réseau écrin étant national, ils vont essayer de proposer aussi une visio, une retransmission 21 mai à Lyon. Donc voilà, moi j'y serai, donc si vous voulez nous rencontrer, eh ben, on peut se rencontrer là-bas. Une commission d'évaluation et une visite, du coup, ça sera une commission livraison à Grenoble, réhabilitation du pôle enfance Les Trembles. Et la prochaine formation accompagnateur a lieu au mois de novembre à Montpellier. Donc les formations accompagnateurs, en fait, elles ne sont pas régionales. On peut aller se former dans une autre région par un autre ambassadeur, tout en ayant l'agrément national. Donc la précédente formation avait eu lieu à Paris, là, c'était en début de la semaine d'ailleurs, je crois. Voilà, donc la prochaine sera à Montpellier. Peut-être qu'il y en aura une autre qui va se caler entre-temps, parce que voilà, en fonction des demandes, et on vous fera passer l'information s'il y a besoin. Nos prochains rendez-vous, alors un peu moins écrin, mais il y a quand même de la qualité de l'air intérieur. Commission d'évaluation des démarches bâtiments durables, notre prochaine, c'est le 30 avril, donc la semaine prochaine à Dijon. C'est toute la journée avec 4 projets. Et on fait une formation accompagnateur bâtiment durable fin mai, qui se déroulera à Dole. Et donc, voilà, si vous voulez des infos, vous n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi vous inscrire. Voilà, il y aura le lien à notre newsletter et actualité où on partage les actualités et les événements liés au bâtiment durable et à nos actions diverses et variées. Voilà, s'il y a des questions, on les prend. Il nous reste quelques minutes. Voilà, on a fini pour cette présentation. Merci beaucoup Lionel et Claire-Sophie pour vos partages d'expérience et retours très qualitatifs comme d'habitude. Merci beaucoup Julie pour avoir animé et proposé
des liens pour aller compléter les informations qu'on partageait à l'oral. Et merci à tous d'avoir répondu présent pour ce premier webinaire. Voilà, s'il y a encore des questions, on les prend. Moi, je peux répondre, il n'y a pas de souci. Et puis, sinon, merci beaucoup. Bonne fin de journée et à bientôt sur différents événements qualité de l'air intérieur, écrin, ADEME et bâtiments durables. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.